La CCMO Mutuelle vous présente Ma Santé et moi sur Radio Mercure. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur le 93 FM, sur radiomercure.fr ou sur notre chaîne YouTube Radio Mercure TV, puisque cette émission est également filmée. Nouveau numéro de Ma Santé et moi en partenariat avec la CCMO Mutuelle. Ce mois-ci, nous allons parler hypnose, imagerie mentale et activité physique. Et dans ce studio, 2 experts pour répondre à toutes les questions sur le sujet. Laurence Roufouillet, vous êtes sophrologue à Paris et c'est votre 2e apparition dans ce studio sur Radio Mercure dans Ma Santé et moi. Bonjour à vous Laurence. Merci de m'accueillir à nouveau, bonjour. C'est un plaisir, ça a été déjà un plaisir la première fois. Je sais qu'il y a pas mal d'auditeurs et d'internautes qui sont allés regarder cette belle émission sur la relaxation à l'époque et sur notamment une belle séance de respiration que vous pouvez retrouver d'ailleurs toujours sur notre chaîne YouTube. Également à vos côtés, Laurent Chopin, conseiller mutualiste et coach sportif. Lui, c'est le titulaire indiscutable de cette émission. Bonjour à vous Laurent. Bonjour Nassim, bonjour à tous et à tous. Alors pour démarrer cette émission, ce que je vous propose, c'est de faire comme d'habitude notre focus protection sociale pendant quelques minutes. Depuis que nous avons basculé en 2018, pas mal de choses ont changé. Laurent, pour les gens qui ont une mutuelle, quels sont notamment les plus gros changements qui nous concernent tous et que l'on peut aborder aujourd'hui ? Alors avant de parler de changements, c'est surtout des chantiers que le gouvernement a lancés, et notamment avec on l'avait entendu pendant la campagne présidentielle, avec cette volonté qu'il y ait à minima en tout cas sur certains postes de garantie un zéro reste à charge, c'est-à-dire que l'adhérent n'est pas, le consommateur de frais de santé n'est pas non seulement évidemment d'avance de frais, mais en plus qu'il soit remboursé à 100%. Et les chiffres de 2017 qui sont tombés, il y a relativement peu. On s'aperçoit que sur les dépenses de frais de santé, entre 8 et 10% restent à la charge du consommateur. Mais il y a une disparité sur ces différents frais. La dernière fois, vous vous souvenez, j'avais expliqué la création de la sécurité sociale et sa vocation à ne pas rembourser 100% de la totalité des frais de santé, mais vraiment ce qui était le plus urgent. Et c'est pour ça que les complémentaires avaient été créés. Mais on s'aperçoit que c'est notamment sur les frais d'optique et sur les frais de dentaire, il y a encore 22, 24, 25% de reste à charge. Et l'objectif du gouvernement est d'arriver à la barre fatidique des zéros. Donc il y a une consultation qui est lancée avec les différents intervenants, donc les professionnels de santé, l'assurance maladie, les complémentaires santé, etc., qui doit arriver, en tout cas, il va y avoir un rapport qui va être rendu. Le 31 mars, normalement, un échéancier va être mis en place, donc un calendrier, pour le déploiement de cette nouveauté. Donc pour l'instant, pas encore officiellement mis en place, mais c'est un chantier qui est en cours pour 2018, qui a de grandes chances d'aboutir, c'est ça on peut dire, sans forcément se tout à fait, il a forcément des chances d'aboutir. Maintenant, la question qui se pose, c'est dans quelle mesure. Il ne faut pas que nos auditeurs s'imaginent qu'une prothèse à 800 €, un implant à 2000 € ou des lunettes à 1500 € vont être remboursées à 100%. Comme pour la mise en place de la mutuelle obligatoire pour les entreprises, il va y avoir un panier de soins, c'est-à-dire un minimum qui va être défini. Maintenant, les dépenses de frais de santé qui sont très onéreuses, celles-là, évidemment, le but du jeu, c'est que tout le monde puisse avoir accès à minima aux choses essentielles. Maintenant, tout ce qui est, entre guillemets, un petit peu du luxe ou des super produits, ça va être beaucoup plus difficile d'arriver au zéro reste à charge, évidemment, sauf de souscrire une mutuelle, mais qui a une cotisation assez élevée. Ça, c'est l'un des chantiers. Le deuxième chantier, c'est par rapport au RSI, donc avec la disparition progressive de RSI et le rattachement de tous ceux qui étaient sur les agences nationales ou les agences régionales qui géraient la santé des professions liées au RSI, vont être attachés au régime général. Donc ça, c'est un chantier, c'est un déploiement qui va se mettre en place pour arriver en 2020 à la pleine mesure de son déploiement, avec le rattachement justement des anciens titulaires, sociétaires du RSI qui seront sur le régime général. Le RSI, juste pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne savent pas forcément ce que c'est, juste en 2-3 mots ce que c'est, ça concerne essentiellement peut-être les artisans, c'est ça, les entrepreneurs, les professions indépendantes, les travailleurs indépendants, et qui ont un régime spécial qui n'est pas le régime habituel. Même pour les frais de santé, ils ne sont pas rattachés au régime général tel que n'importe quel salarié d'une entreprise. Chose qui concerne également tous les auditeurs, qui nous concerne nous également même dans ce studio, c'est aussi maintenant désormais 11 vaccins obligatoires, Laurent. Oui, à partir du 1er janvier, en tout cas pour les nouveau-nés du 1er janvier, en fait, ils se sont aperçus, la haute autorité sanitaire s'est aperçue qu'il y avait des maladies infectieuses qui revenaient, et donc et un taux de vaccination qui était plutôt en baisse.
parce que des maladies qui, soi-disant, n'existent plus. En tout cas, chez nous, on a tendance à les oublier. Et puis, quand elles réapparaissent, eh bien, on n'est pas forcément armé pour pouvoir lutter. Donc, voilà, à partir du 1er janvier, en tout cas pour tous les nouveau-nés, à partir du 1er janvier 2018, j'entends bien, il y a ces 11 vaccins qui sont obligatoires. Donc vous trouvez forcément la liste, j'imagine, sur n'importe quel site santé, de la CCMO, bien sûr, c'est de l'ARS. Les 3 premiers, les 3 qui étaient toujours obligatoires, diphtérie, tétanos et le vaccin pour la polio. Maintenant, vont être renforcés avec l'hépatite. Là, j'ai la liste, on peut la donner. Ouais. Donc la coqueluche, les oreillons, tout ce qui concerne la méningite, l'hépatite B, la rubéole, la rougeole, le pneumocoque. Voilà, c'est tous ces vaccins qu'on avait peut-être un petit peu négligés et qui maintenant sont obligatoires. Et on a vu la polémique que ça a généré ces dernières semaines. Merci Laurent pour ce point sur toutes les nouveautés à venir ou déjà votées pour 2018. Et puis évidemment que s'il y a des choses qui changent tout au cours de l'année, à chaque fois c'est le moment, lors de ce focus protection sociale à chaque début d'émission, de refaire un peu le point avec vous sur l'actualité justement du domaine de la santé. Ce que je vous propose Laurent, c'est tout de suite de passer avec Laurence. Cette fois-ci Laurence, il va falloir que je fasse attention à ne pas bafouiller pendant cette émission. Je pense pas qu'on puisse nous confondre quand même. Hein. Physiquement non, mais parfois en radio on bafouille sur des noms comme ça. Les homophones, je crois, comme ça se dit, c'est ça, je parle sous le contrôle de Jean-Claude Saint-Paul à la technique, quand il y a des noms qui se ressemblent. Laurence, avec vous, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui nous fascine beaucoup, qui nous questionne tous, qu'on soit ici dans ce studio ou les auditeurs. C'est l'hypnose et également l'imagerie mentale. On en parlera également avec Laurent Chopin, puisque je sais que c'est quelque chose qu'il a lui-même pratiqué dans le domaine sportif. Mais déjà, pour répondre à certains fantasmes, à certaines questions évidentes sur l'hypnose, Laurence, déjà, comment on pourrait définir en quoi consiste vraiment l'hypnose, pour ne pas confondre avec le magnétisme, le charlatanisme ou plein de choses comme ça? Alors, tout simplement, l'hypnose est une technique à visée thérapeutique et cette technique consiste à provoquer un état modifié de conscience, d'accord ? Donc on est aujourd'hui ici mardi dans ce studio et on est tous parfaitement présents et conscients à ce qu'on fait, de même que les personnes qui nous écoutent dans leur voiture sont absolument conscientes de la vigilance et de l'attention qu'elles portent à la conduite automobile. C'est mieux quand même. Oui, c'est mieux, c'est préférable, c'est pour ça que je le dis tout de suite. Dans les voitures, c'est mieux, gardez les yeux ouverts quand même. Et puis à certains moments qui peuvent être des moments un petit peu de rêverie, en particulier, alors en voiture, il y a un phénomène hypnotique qu'on connaît très bien, c'est le fait d'avoir des arbres de chaque côté de la route. Vous pouvez l'avoir aussi quand vous êtes dans le train et que vous regardez par la fenêtre et puis il y a une succession de maisons qui sont identiques. À ce moment-là, cette répétition visuelle d'un motif identique va amener à un abaissement de l'activité du cerveau, puisqu'en fait le cerveau fonctionne avec deux choses, il fonctionne avec de l'électricité et avec de la chimie. Donc là, on est sur l'activité électrique du cerveau. Donc la vigilance va baisser et on atteint un état qui est proche du sommeil. Donc au départ, en fait, l'hypnose, c'est ça, c'est un moyen d'arriver à un état qui soit proche du sommeil en sachant qu'on est toujours conscient. Et pour faire la différence peut-être avec l'hypnose de foire, c'est-à-dire le côté un petit peu justement démonstratif de l'hypnose, en hypnose on est toujours conscient, on ne peut pas entre guillemets vous mettre dans un état que vous ne souhaitez pas. Donc que les choses soient claires, vous avez un cabinet aujourd'hui et vous pratiquez l'hypnose dans votre cabinet à Paris, vous ne prenez pas le contrôle des personnes Jamais. Et tout le monde, alors la question qu'on pose souvent c'est que est-ce que tout le monde est suggestible, est-ce que tout le monde peut entrer en état d'hypnose? La réponse est oui et non. C'est-à-dire oui, potentiellement tout le monde peut le faire, mais vous ne pouvez pas le faire si vous ne voulez pas le faire. D'accord ? Donc, a priori, les gens qui font... Voilà, il faut être volontaire pour le faire. Il faut avoir une démarche, et c'est souvent une démarche thérapeutique. Mais c'est vrai que l'hypnose de foire a toujours voisiné dans l'histoire avec l'hypnose thérapeutique, parce que le moyen en lui-même peut paraître parfois impressionnant. Mais au-delà du moyen, ce qui nous intéresse, c'est l'objectif. Pourquoi on va s'en servir ? Alors justement, la plupart des gens qui viennent vous consulter, Laurence, et qui sollicitent donc une séance d'hypnose avec vous, c'est pour soigner quel genre de problème, quel genre de mots généralement? Alors souvent, c'est pour accompagner deux types de choses. D'un côté, on va mettre globalement les dépendances, et la plus importante, c'est la cigarette. Donc c'est vrai que c'est une technique qui fonctionne bien pour la cigarette. Ça n'est pas magique, mais ça permet de résoudre le dilemme qu'on peut avoir parfois entre « je dois arrêter de fumer » et « il faut que je puisse arrêter de fumer ».
Parce que à la fois la cigarette est quelque chose de nocif, mais c'est aussi un plaisir. Donc même si la volonté, la raison, la conscience disent il faut arrêter de fumer parce que c'est pas bien, c'est pas bon pour la santé, l'inconscient dit oui mais d'accord, mais j'adore ça. Voilà. Donc l'hypnose permet de résoudre ce conflit. Donc tout ce qui est autour des dépendances, ça c'est vraiment le premier axe de travail. Ça peut être aussi parfois quand on est accro aux bonbons, aux gâteaux et qu'on a tendance à grignoter. Ça pour moi je mets ça dans la même catégorie. L'alcool aussi ? Oui, bien sûr, l'alcool. Et puis, moi, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui étaient suivies aussi en thérapie et sur le plan médical avec des addictions plus lourdes, donc à des produits beaucoup plus nocifs encore. Et puis, la deuxième catégorie, c'est vraiment tout ce qui va être autour des comportements. Une situation s'est passée et elle a déclenché un état émotionnel qui va créer une limite ou un blocage. Alors, ça peut être le cas, par exemple, dans le sport, mais ça peut être dans un acte de la vie quotidienne, prendre l'avion. Donc tout ce qui va être autour des phobies. Donc ça peut être des phobies qui existent depuis des années ou ça peut être une phobie qui s'est déclenchée sur un événement, par exemple un accident de voiture. Il y a eu un trauma, il y a eu un gros choc et c'est un choc émotionnel. Et à ce moment-là, on va réussir, alors c'est une image bien sûr, à décharger, à séparer l'impact émotionnel de l'événement de la réalité de cet événement. Voilà, pour qu'on puisse remonter en voiture et puis à nouveau pouvoir conduire ou remonter à cheval ou reprendre une compétition si on a eu un échec, une déception, une blessure, etc. Alors, on va pas vous faire une séance d'hypnose ici dans ce studio, même si la dernière fois avec vous, on avait fait une bonne séance de relaxation et de respiration ventrale, puisque vous l'aviez dit en introduction, Laurence, il y a pas mal de gens qui nous écoutent en voiture. Évidemment, l'objectif, c'est pas de vous endormir au volant et de causer quelconque accident. Mais quand même, est-ce qu'on peut expliquer, Laurence, en quoi ça consiste dans les grandes lignes, une séance d'hypnose très concrètement? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est vous qui parlez? Est-ce que la personne répond? À quoi ça ressemble une séance d'hypnose? Alors, c'est une excellente question, parce que on voit, moi je vois à peu près... Bravo. Non mais on voit qu'il y a du travail, c'est professionnel. Alors, une séance d'hypnose, en fait, elle est structurée sur 3 temps. La première partie, c'est ce qu'on appelle l'anamnèse. En fait, c'est un échange entre le thérapeute et puis la personne qui vient pour consulter, parce qu'en fait, on fixe les objectifs. Pourquoi on est là? On ne fait pas de l'hypnose, alors pour se faire plaisir peut-être, mais il faut savoir en gros où on va. À partir de cet objectif, moi j'émets des hypothèses de travail. Ça c'est mon travail c'est ma part, j'ai envie de dire, en tant que thérapeute, c'est-à-dire je vais sélectionner dans les outils, dans les techniques que je connais, ce qui va être le plus adapté à la situation. Ensuite, on rentre dans la phase, dans la séance en elle-même, c'est-à-dire que je vais guider la personne. D'abord à se détendre, à se relaxer. C'est là où ça ressemble effectivement à des techniques dont on a déjà parlé ici, relaxation, sophrologie, c'est-à-dire que je vais quitter un petit peu aussi mon schéma mental et mon schéma de pensée habituel qui fait que je me demande si j'ai bien payé mon premier tiers provisionnel ou si j'ai bien mis de l'argent dans le parc-mètre. Donc on va un petit peu décrocher de tout ça pour arriver à un état de détente et surtout pour amener le cerveau à ralentir, à être sur quelque chose qui est plus apaisé. À partir de ce moment-là, on fonctionne en fait en dialogue. D'accord ? Donc moi, je parle vraiment d'un scénario. Donc on part d'une situation. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que l'inconscient est très réceptif à la symbolique et aux images. La volonté va être très sensible au rationnel, aux arguments, aux mots, mais l'inconscient va fonctionner beaucoup plus avec des images. Donc, on va beaucoup utiliser des analogies, des symboles. Alors, parfois, on construit vraiment une histoire, mais on construit toujours une histoire qui part de l'histoire de la personne qui vient nous voir. Et c'est vrai que cette histoire, elle évolue en fonction de ce que la personne ressent, puisqu'en fait, on va vers un objectif qu'on a défini. Et bien souvent, il faut faire évoluer le scénario au fur et à mesure de la séance. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors moi, je vois parfois, ça m'étonne un petit peu, quand il y a des reportages à la télévision sur des séances d'hypnose, on voit des gens qui récitent, même parfois qui lisent, des protocoles, des séances toutes faites. Ça, pour moi, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que, ne serait-ce que pour l'arrêt du tabac, il y a plein de raisons différentes pour lesquelles les personnes ont commencé et il y a plein de raisons différentes pour lesquelles le tabac est toujours dans leur vie. Et ça, c'est votre histoire personnelle. Donc, si on utilise, alors on parlait tout à l'heure des vaccins, c'est comme prendre un vaccin ou des antibiotiques qui vont avoir un spectre très large. Donc, cet antibiotique, il peut convenir à tout le monde, mais si vous avez une pathologie bien précise, il ne fonctionnera pas forcément avec vous. Donc là, l'idée, c'est de cibler. Donc les techniques qui peuvent être récitées, toutes faites, etc. fonctionnent, on va dire, avec 30% des gens. Mais si on veut cibler, il faut vraiment construire avec la personne. Donc ça, c'est le cœur de la séance d'hypnose. C'est vraiment tout ce qui va se faire. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'en fait, c'est la personne, c'est le patient qui trouve en elle les ressources et les solutions.
Et en tant que thérapeute, on ne fait jamais que guider ça. On l'entoure. Alors, on l'entoure avec de la technique parce qu'à certains moments, il peut y avoir des points de blocage. Alors, pour une raison très simple, c'est que l'inconscient, qui a une façon de fonctionner qui n'est pas forcément toujours très logique, elle n'est pas négative, mais elle n'est pas forcément logique versus le rationnel. L'inconscient, lui, va prendre parfois des raccourcis, puis de temps en temps, il ferme la porte. Ce que j'appelle un petit peu des processus de censure, hein. Ah ben non, là, je vous dis n'importe quoi. Je vous demande par exemple de visualiser que vous respirez beaucoup mieux parce que vous ne fumez plus. Et puis là, ça ne fonctionne pas. L'image, elle ne vient pas. Parce que l'inconscient dit, c'est gentil ton truc, mais on ne va peut-être pas aller jusque-là. À ce moment-là, il faut trouver autre chose. Hein. Donc vraiment, au cours d'une séance d'hypnose, ça demande une grande attention de la part de la personne qui accompagne, parce qu'il faut être au plus près de ce qui se passe. Ensuite, on débriefe, et souvent, ce qu'on dit, c'est qu'il y a quelque chose qui se met en place, hein, c'est-à-dire qu'on voit un changement qui intervient. Alors moi, je dis toujours, c'est entre 1 minute et 3 semaines. Voilà, c'est à peu près la moyenne. Parfois, c'est pendant la séance. Notamment une anxiété, quelque chose qui a pu se passer, qui crée un gros blocage, et ce blocage, il était même ressenti physiquement. Par exemple, une oppression thoracique, ça c'est assez classique. Hein. Quelqu'un qui vous dit, j'ai une barre, j'ai une boule, etc. En plein milieu de la séance, elle va vous dire, bah ça y est, la barre, elle part. Je sens que ça se... Voilà, donc ça s'est fait tout de suite. Alors, c'est là où on sait toujours où on veut aller, on ne sait pas le temps que ça prend. Voilà, c'est là le facteur. Et des fois, le chemin peut évoluer aussi. Alors, le chemin peut évoluer. Ce qu'il faut savoir, c'est un processus. Moi, c'est ce que j'appelle un train peut en cacher un autre. On a un objectif. Moi, je vous ai dit au départ, sur la base de l'anamnèse, de l'échange que j'ai avec le patient, je vais émettre une hypothèse. Et d'ailleurs, qu'on discute souvent ensemble. Mais cette hypothèse, elle est souvent logique et rationnelle. Et en fait, on se rend compte en cours de séance qu'il y avait autre chose derrière qu'on n'avait pas vu. Voilà. Et ben on travaille sur cette autre chose. Et puis la personne, elle retourne dans sa vie, dans sa vie quotidienne. Et la séance, elle a fonctionné sur 80% de la problématique, mais il reste un petit truc. Et ben il y avait encore autre chose derrière sur lequel il faut travailler. En moyenne, le nombre de séances, on va dire, c'est entre 1 et 5. Hein. Il y a des processus qui se débloquent ou qui se remettent en route sur une séance. Et je peux vous dire, moi j'ai travaillé une fois avec quelqu'un sur une phobie de l'avion. Ça a été une séance. La cigarette, c'est pareil, ça peut être qu'une séance. Parfois, c'est 2, parce qu'on se rend compte qu'il y avait 20 cigarettes par jour, on a réussi à en faire sauter 15, mais il en reste 5. Donc ces 5-là, elles ont une raison d'exister qui est encore différente, donc on retravaille là-dessus. La moyenne, c'est ça, c'est entre 1 et 5 séances. Les gens sont debout, assis, allongés ? Alors, je les laisse choisir d'être soit allongés, soit assis. Est-ce qu'il y a de la manipulation physique ? Ah non, pas du tout. D'accord. Il y a, entre guillemets, alors ça, dites-le, c'est important de le dire aux auditeurs, il n'y a aucun contact physique. Notre seul support, c'est la voix. C'est vraiment la voix qui guide, c'est la voix qui propose. Alors on dit, elle suggère, oui, mais elle suggère des choses que vous pouvez intégrer. Donc, moi, j'ai un fauteuil qui est très confortable, où ça peut être allongé, parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on perd un peu ses repères, si on était debout, le risque, c'est peut-être de tomber, de vaciller un petit peu. Mais quand on est assis, c'est important d'être en confiance, donc de se sentir stable. Donc moi, je privilégie les positions assises ou allongées. Laurent, là je me retourne vers le conseiller mutualiste. On parle d'hypnose là depuis maintenant un quart d'heure sur Radio Mercure. Est-ce qu'aujourd'hui c'est considéré par la CCMO comme faisant partie vraiment de la santé ? Est-ce que par exemple c'est remboursé aujourd'hui une séance d'hypnose par la CCMO ? Oui, ça commence à l'être. On a déjà parlé de la fameuse gamme senior là, pour les plus de 55 ans. On en avait parlé déjà plusieurs fois ici. Et dans l'intitulé médecine douce, médecine alternative, vous savez, cette petite ligne là sur les tableaux de garantie, l'hypnothérapie commence à être insérée dans ces lignes et remboursée. Alors, avec un nombre de séances ou avec une enveloppe globale qui permet de pouvoir piocher dans cette enveloppe pour aller faire différents types de séances. L'objectif, il est d'être dans un arsenal sans que ce soit péjoratif, de disciplines qui permettent à chacun de s'y retrouver. Si on limite ce nombre de disciplines, ostéo, chiro et acupuncture par exemple, quid de l'hypnothérapie, quid de tout ce qu'on a évoqué ici déjà, diététique, etc., etc. L'objectif, comme l'a dit Laurence, un train peut en cacher un autre, elle l'a très bien expliqué. Il y a des choses on vient pour quelque chose de très spécial et puis on découvre qu'il y a autre chose. Peut-être que justement, en tant que professionnel, dans sa pratique, elle peut aussi conseiller
de dire là, ça n'est plus de mon ressort, c'est peut-être du ressort de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai fait le travail que je considère être le plus efficace. Maintenant, pour résoudre le problème, peut-être qu'il faut aller voir un autre spécialiste. Peut-être un diététicien, peut-être un ostéo, peut-être que sais-je, c'est pas le problème. Donc, si on est limité dans ce nombre de choses, on va peut-être avoir des réticences à y aller. Donc, on essaie d'ouvrir au maximum la palette qui permet aux gens, dans un premier temps, de choisir, de trouver ce qui est le plus adapté à eux-mêmes, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer, parce que certains vont préférer aller faire de la sophro plutôt que de l'ostéo, même si ça ne soigne pas tout à fait la même chose, on est bien d'accord, mais voilà. Donc la palette permet d'ouvrir les choses et le champ des possibles, et quand on ouvre le champ des possibles, on peut résoudre beaucoup plus de problèmes. On vous fait régulièrement gagner des places pour Mesmer sur Radio Mercure, au moins 2 ou 3 fois par an. Vous êtes plusieurs à déjà aller le voir, notamment du côté du Tigre de Marny-les-Compiègnes ou également au Zénith d'Amiens. Rapidement, forcément, puisque les gens y pensent, et c'est aussi ce qu'on le voit régulièrement à la télé. Est-ce que ça, c'est de l'hypnose? Est-ce que c'est du vrai, selon vous, ce que fait Mesmer? Alors, c'est pas de l'hypnose au sens où je l'entends moi. Donc, si j'observe ça, je peux pas vous dire ce que c'est. Je serais tentée de vous dire que c'est manipulé. C'est en tout cas parfois l'image que ça donne. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec le travail qu'on peut faire quand on est sur de l'hypnose thérapeutique. Alors, ça peut être des états de somnambulisme pour certaines personnes, et notamment... ça nous est tous arrivé, notamment quand on était petit. On se réveille dans un demi-sommeil, on parle. Moi, on m'a raconté quand j'étais petite qu'à des moments, je cueillais des fleurs, etc. Peut-être qu'à ces moments-là, quand on nous parle... Un somnambulisme romantique. Voilà, c'est ça. Bucolique. Bucolique même. Très, très champêtre. Voilà. Mais au-delà de ça, je ne sais pas l'expliquer. Mais ce qui est vrai, c'est que ça a toujours existé. Et ce qui est important pour vos auditeurs, c'est de bien comprendre qu'on parle de 2 choses différentes. Mais déjà, il y a 2 siècles, quand l'hypnose est arrivée et revenue, j'ai envie de dire, en France, puisque c'est les Anglais qui ont beaucoup développé l'hypnose à la fin du 19e siècle. Les médecins français, ce sont donc des médecins qui sont allés se former en Angleterre et qui ont vraiment essayé de faire ce travail thérapeutique. Il y avait aussi une hypnose de foire, c'est-à-dire tenter de mettre quelqu'un dans un état de léthargie et qui ne se souvienne plus du tout de ce qui s'est passé. Il n'y a aucun fait divers aujourd'hui qu'on puisse rapporter qui ait été provoqué sous état d'hypnose. Voilà. Donc je ne pense pas qu'on puisse prendre le contrôle de l'esprit de quelqu'un contre sa volonté. Donc voilà, ça c'est quand même important à noter. C'est même la chose la plus importante. Nassim Laurence va pas vous mettre en état d'hypnose pour aller braquer une banque ou voilà. aller voler les fameuses baguettes de pain dont on a parlé la dernière fois. Ça me rassure. Justement, puisqu'on a bien défini clairement ce qu'était l'hypnose, j'aimerais maintenant qu'on bascule sur la deuxième moitié de notre intitulé du jour, c'est l'imagerie mentale. Et là, je vais me retourner cette fois-ci vers vous, Laurent Chopin, puisque je sais que c'est quelque chose que vous avez pratiqué avec notamment les joueurs de la SBO. À l'époque, vous étiez directeur de la performance de ce club de football. Et vous me direz également si c'est quelque chose que vous aviez pratiqué également avec vos triathlètes. Déjà, quelle différence entre l'imagerie mentale et l'hypnose? Est-ce que c'est des choses qui se rapprochent par rapport à tout ce qu'a expliqué Laurent? Alors, quand je vais parler évidemment sous contrôle de Laurence, mais... je n'hésiterai pas à prendre le contrôle si nécessaire. D'accord, pas de souci, sans me taper, Laurence. Si vous vous souvenez de l'émission qu'on a fait avec Laurence sur la sophrologie, on est un petit peu, enfin on est même carrément dans le même processus. Si vous vous souvenez bien, il y avait d'abord ce dialogue, ensuite le corps de la séance et un débriefing pour expliquer quelles sont les sensations que le thérapeute a pu percevoir, mais aussi évidemment que le patient a lui ressenti. Et là on est vraiment exactement dans ce qu'on développe ici quand on parle d'activité physique. Ça pourrait être assimilé à un échauffement, un corps de séance et la récupération. On est vraiment dans le même processus. Et quand on parle d'imagerie mentale, on va être exactement dans la même chose. C'est-à-dire qu'il va y avoir un objectif qui va être émis par la personne qui vient pour ce type de séance, aussi accompagné par le coach ou la personne qui a été formée pour. Et puis, en fonction de ces objectifs, on va mettre des moyens en place. Et ces moyens, de toute façon, vont toujours passer par cette discussion préalable, ensuite le passage dans un état de conscience modifié, dont Laurence a parlé sur la sophrologie et qu'elle vient encore d'évoquer par rapport à l'hypnose. Et on va essayer, mais là,
on va pas rentrer dans l'inconscient, on va pas rentrer dans la situation. En tout cas, quand on est coach sportif et formé à la préparation mentale liée au sport, on est vraiment sur le processus sportif. On rentre pas sur de l'addiction, on rentre pas sur des problèmes plus personnels, parce que petit 1, on n'est pas formé pour ça, et petit 2, quelle est la légitimité d'un coach pour aller chercher aussi loin et aussi profond. Et puis les athlètes ou les joueurs n'ont pas forcément l'envie de se révéler à ce point-là. Donc l'objectif, il est clair quand on fait de l'imagerie mentale, enfin ils sont clairs. Il y a un aspect qui peut être lié à la confiance en soi, à des situations d'échec, et essayer de comprendre pourquoi il y a eu cette situation d'échec. Alors l'échec peut avoir quelque chose de très objectif, mais ça peut être quelque chose de beaucoup moins objectif. On ne s'est pas bien entraîné, on n'a pas eu un résultat. Oui, forcément. Donc ça, c'est relativement facile à faire. On est sur un triathlon, on a crevé dans la partie vélo, forcément, on n'a pas eu le résultat. Ça, c'est purement factuel et très objectif. Maintenant, si c'est lié à la peur du départ, la peur de la grande compétition, le manque de confiance en soi dû à quelques contre-performances d'affilée ou à une blessure. Donc on a ce processus de confiance en soi. Il y a aussi, là je viens d'évoquer la blessure, un intérêt fondamental, c'est quand un athlète est blessé. Alors évidemment, d'un côté, il y a cette image qui disparaît de la vedette, du sportif de haut niveau. Donc il peut y avoir une rupture dans sa confiance en soi et dans le sentiment qu'il a d'être un athlète de haut niveau. Et puis il y a aussi l'imagerie mentale qu'on va pouvoir utiliser avant la réathlétisation pour garder l'athlète branché sur sa discipline, branché sur son sport, branché sur son activité de haut niveau. Alors quand on parle de haut niveau, c'est vrai aussi pour n'importe qui. C'est pas que le problème du haut niveau. La différence, c'est que quand on est sur du haut niveau, il faut donner quelque part la possibilité à l'athlète de rester un athlète. Un athlète qui est blessé a tendance à se dévaloriser, a tendance à ne plus vraiment être un athlète. Donc l'imagerie mentale permet aussi d'activer les zones du cerveau, et là Laurence va sans doute pouvoir apporter des compléments, d'activer les zones du cerveau à peu près comme si on faisait le geste technique qu'on a décidé de faire. Donc ce qui permet, quand on passe sur de la réathlétisation ou sur de la reprise d'activité, d'être beaucoup plus performant. Et surtout, mentalement, on a gardé l'athlète complètement sous pression par rapport à cette phase dite d'arrêt ou de blessure qui imposait l'immobilité, ou en tout cas ne pas pouvoir faire son sport. Donc par exemple, là aujourd'hui, je suis en béquille, j'ai un plâtre, par exemple, je me suis fait une fracture, je suis footballeur. On peut, avec de l'imagerie mentale, c'est ça, essayer de me faire imaginer que j'arrive à courir, que je suis encore sur le terrain, que je fais encore des frappes, des choses comme ça. C'est ça concrètement? Bien sûr, ça peut être ça. Ça peut être aussi simplement, dans un premier temps, visualiser le chemin qui va ramener à l'entraînement. Quand je parle du chemin, c'est le chemin de chez soi au stade, tout bêtement. Voilà, c'est d'essayer de visualiser cette situation, parce qu'on. Je fais mon sac, je mets mes crampons dans mon sac. Ça peut être ça. Moi. Après ça dépend la chaussette droite, la chaussette gauche. Toujours. Pas oublier la fameuse petite bouteille d'eau. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. De manière, en tout cas, le préparateur mental va essayer de trouver les solutions où l'athlète est le plus réceptif, et ça peut aller jusqu'à la visualisation. Un attaquant, on peut très bien lui faire visualiser une reprise de volée, tirer un coup franc, un gardien de but arrêter un penalty. On peut le mettre dans des situations de match qu'il a déjà vécu ou qu'il va imaginer, c'est-à-dire qu'il va créer de manière à ce que quand il y a cette reprise, eh bien on n'est pas complètement oublié, ou on ne soit pas obligé de refaire des automatismes sur un geste technique. L'expérience que vous avez aujourd'hui, Laurent, que ce soit pendant des années dans le triathlon, également dans le football, est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs, les athlètes que vous avez connus sont réceptifs à l'imagerie mentale, à ces techniques-là, ou c'est encore quelque chose d'assez marginal quand même dans le sport et qu'il faut développer? Alors ça va dépendre des sports. Ça dépend de la prise en charge individuelle de chaque athlète ou de chaque joueur. Quand on est joueur de foot, on est dans un collectif, et si on a la chance d'avoir quelqu'un qui peut apporter ça m'est arrivé avec les footballeurs de faire des séances collectives. Mais jamais toujours sur la base du volontariat. D'accord. C'est-à-dire que quand on a 25 joueurs, on commence à faire une séance où il va falloir commencer à se relaxer, à respirer correctement. S'il y a 2 ou 3 oiseaux qui font les clowns, la séance, elle a explosé. Donc s'ils n'ont pas envie, ou s'ils sentent qu'ils ne sont pas dans l'état d'esprit, tu vas directement sous la douche, et au moins ça perturbe pas la séance. Une dizaine sur les 25 qui restent, et vraiment vous mettez dans un coin à la fin de l'entraînement. Et puis de proche en proche, on en a de plus en plus. Parce que les autres, ils regardent de l'extérieur, rigolent au début peut-être, et après ils voient comment ça se passe. Et puis après, il y a les échanges informels dans le vestiaire.
Non, même entre eux, carrément. C'est-à-dire pas avec la personne qui a mené la séance, simplement de joueur à joueur en disant t'es pas venu, c'est dommage, c'était super. Au moins, pour le moins, il y a eu une relaxation, donc il y a eu une vraie récup. Et comme je suis vraiment attaché au fait que la récup fait partie de l'entraînement, puisque c'est une forme d'assimilation de ce qu'on a fait précédemment, déjà rien que ça, c'est super utile. Mais pour une anecdote, on était une veille de match, on avait fait l'entraînement sur Brisson. Ce qui était relativement rare à une époque, puisque le terrain, avant qu'il soit hybride, était souvent... pas forcément l'utiliser la veille. Voilà, en faisant une petite séance la veille, ça pouvait marquer le terrain. Donc, on avait amené les joueurs sur le terrain, on avait fait une séance très très légère, une mise en place. Et puis, j'avais gardé le groupe, en tout cas ceux qui le souhaitaient, sur le terrain. Et... les gardiens du stade, il y en a un qui est passé avec sa voiture juste derrière, mais vraiment à proximité des joueurs. Les 3/4 des joueurs n'ont pas remarqué qu'il y avait une voiture qui passait. D'accord. Non pas parce qu'ils s'étaient endormis, alors qu'ils étaient vraiment dans la séance. Et quand je leur ai dit qu'il y avait... Alors, un certain nombre en sont sortis de la séance à cause de cette voiture, mais la plupart sont restés dans la séance. Et quand je leur ai dit, vous avez entendu la voiture ? Quelle voiture ? Il n'y a pas eu de voiture qui... Bah si, il y a une voiture qui est passée. Heureusement que leurs copains leur ont confirmé. Mais voilà, ça veut dire qu'on peut amener les joueurs tranquillement. Maintenant, un athlète d'un sport individuel qui a l'habitude de se prendre en charge et d'être lui avec lui-même face à sa compétition, notamment comme un triathlète, et les triathlètes longue distance sont des super exemples, ils sont peut-être un tout petit peu plus réceptifs à ce genre de choses. Là, on parle d'imagerie mentale. Laurence, est-ce que vous pensez qu'un jour, dans le domaine du sport, on pourrait même aller, pourquoi pas, jusqu'à utiliser l'hypnose, qui est quand même le cran supérieur encore ? Alors, pourquoi pas, puisque finalement, Laurent en a parlé, il y a quelque chose qui va être intéressant, l'apport, si je puis dire, supplémentaire de l'hypnose, c'est quand on veut commencer à travailler un tout petit peu sur les causes, alors qui ne sont pas forcément des causes psychologiques, mais qui peuvent être les raisons pour lesquelles ça devient un blocage de faire telle chose. Hein. Alors, à la suite, par exemple, d'une blessure ou d'un échec, dans le cadre d'une compétition. J'ai un exemple qui me vient en tête, alors je ne citerai pas de nom ici, mais je connais des joueurs qui jouent dans le département, enfin notamment un, par exemple, qui s'est blessé régulièrement depuis 2 ans à la cheville, toujours la même cheville, et quand on le voit jouer, on ressent qu'il y a clairement une appréhension aujourd'hui de venir au contact, de mettre le pied, et on peut travailler peut-être là-dessus, justement, sur cette appréhension via l'hypnose. Et puis de déconnecter justement, alors l'appréhension c'est de la peur, c'est l'émotion de base, c'est la peur, et d'arriver à décharger cette peur par rapport à l'événement lui-même. C'est-à-dire que le cerveau a tendance à penser que quelque chose qui s'est passé d'une manière va toujours se passer de la même manière. C'est ça. C'est un si je retourne de la même manière au contact et que je mets le pied, je vais me reblesser à la cheville. Parfois, ça nous rend même superstitieux. Les sportifs et la superstition. Voilà, donc ça, on arrive en fait, à dissocier les deux. Il y a vraiment cette idée de dissociation, c'est-à-dire qu'on peut atténuer certaines remontées émotionnelles liées à certains actes, certains événements ou certains comportements. Laurent a beaucoup parlé de l'imagerie mentale. En fait, c'est très fort, l'imagerie mentale. C'est vraiment quelque chose de très puissant, puisque le cerveau ne fait finalement pas tellement de différence entre voir quelque chose et l'imaginer. Et on en a tous fait l'expérience, par exemple, quand on regarde un film d'horreur. On sait très bien qu'il s'agit de cinéma, mais on est mis en condition, à la fois par les images, alors aussi souvent par la musique. Et quand on parle de stimuli, finalement, ce qui va provoquer cet état, ça peut être des stimuli visuels, mais ça peut être aussi des stimuli auditifs, là en l'occurrence la musique. Et ça va provoquer un certain état. Et quelque part, c'est déjà de l'hypnose. C'est-à-dire que le cinéaste, le metteur en scène, il a pris le contrôle sur votre esprit et il a réussi à faire monter l'anxiété, alors que ce qu'on voit, on sait très bien que c'est dans un studio ou dans des scènes qui ont été reconstituées de toute façon, ce sont des acteurs et c'est pas du vrai sang. Et pourtant on a peur quand même. Voilà. Laurent, merci d'être venu sur notre plateau. Il y aura encore des millions de choses à dire sur le sujet. Et d'ailleurs, je pense qu'on pourrait refaire une émission aussi sur le sujet. Voilà, rien ne nous en empêche sur Radio Mercure de vous retrouver encore une fois, Laurence, pour redévelopper toutes ces questions, puisqu'on sait que ça nous passionne beaucoup. Merci d'être venu sur notre plateau. Laurent, on rappelle, si nos auditeurs ont envie d'avoir quelques informations concernant la CCMO, où est-ce qu'on peut trouver tout ça sur Internet, dans Beauvais, etc. www.ccmo.fr, les 2 agences de Beauvais, puis toutes celles qui sont en Picardie, Amiens, Compiègne, Senlis, Creil, Boulogne aussi. Boulogne-Billancourt. Boulogne-Billancourt, voilà, où vous êtes passé. Oui, tout à fait. Et puis, les informations dont on a parlé, qui sont au tout début de l'émission, qui sont développées et expliquées sur le site, de manière à ce que les adhérents, les auditeurs puissent avoir l'ensemble des informations quant aux nouveautés, mais de toute façon, on aura l'occasion d'y revenir, et comme vous l'avez dit, surtout quand on aura des certitudes, quand les choses seront en place, ou quand on aura un tout petit peu plus de
billes à donner aux auditeurs de manière à ce qu'ils soient sûrs de quand on adhère, quand on souscrit, voilà ce dont à quoi on a droit. Laurence, on l'a dit, vous êtes sophrologue en région parisienne. Si nos auditeurs ont envie, pourquoi pas, de vous contacter, de vous poser quelques questions ou de venir vous consulter, est-ce qu'on peut donner le rendez-vous, l'endroit? Est-ce que vous avez des réseaux sociaux? J'ai un site internet qui s'appelle espaceducalme.fr, donc espaceducalme.fr. Tout attaché? Absolument, tout en minuscule, tout attaché. J'ai un Twitter aussi, @espaceducalme. Ça sonne bien, Espace du Calme. N'est-ce pas? C'est tout un programme. Bien, hein. On a de la place et on se sent bien avec vous. J'espère que vous vous êtes bien sentis pendant cette émission de Ma Santé et Moi. On se retrouvera, nous, le mois prochain, le premier mardi du mois, comme d'habitude, pour une nouvelle thématique avec Laurent Chopin de la CCMO. On va remercier Jean-Claude Saint-Paul du côté de la technique et également pour le montage vidéo. Et puis, on vous souhaite à tous une très belle fin de journée à l'écoute des programmes de Radio Mercure.